La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au webinaire en ligne qui est intitulé Actualité et enjeux de la fiscalité locale. Je suis Gaëlle Jacquet et aujourd'hui je vais administrer ce webinaire. Alors la présentation ainsi que le replay vous sera envoyé ensuite à la fin de la session. Vous pouvez revisionner tout ce qu'on va échanger ce matin. Cette présentation va durer une trentaine de minutes et à l'issue de cette présentation, nous allons passer à une phase de questions-réponses. Vous avez une petite fenêtre sur le côté pour poser des questions. Donc, je vous invite à les poser tout au long de la session de la présentation et on viendra à la fin pour y répondre. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir autour de cette table Marie-Laurence Dorive, qui est responsable fiscale CDS France chez Danone. Bonjour Marie-Laurence. Bonjour. Merci. Nous avons aussi Hélène Misson qui est avec nous. Donc, Hélène Misson est responsable de la gestion locative chez Mathis. Bonjour Hélène. Bonjour Gaëlle, bonjour à tous. Et enfin, nous avons Xavier Pourré qui est consultant expert en fiscalité locale chez EMI. Bonjour Xavier. Bonjour Gaëlle, bonjour à tous. Merci. Alors, au sommaire de ce webinaire. Il ne passe pas. Je ne peux pas passer. Voilà, donc le sommaire. Donc, au sommaire de ce webinaire, nous allons faire un premier rappel sur l'actualité fiscale. On va revenir sur les faits marquants de 2021, notamment la baisse des impôts de production et la jurisprudence de Ken Driveline, qui était passée fin 2020. Nous allons également aborder les difficultés rencontrées par l'administration fiscale et nous allons avoir le témoignage de Marie-Laurence Dorive sur ces problématiques fiscales. Sur la deuxième partie, nous allons voir les autres pistes pour optimiser la gestion des charges fiscales. Xavier nous parlera de pistes liées à la valeur ajoutée, aux biens anti-pollution, etc. Et enfin, nous verrons un volet digital, donc la digitalisation des services financiers. Nous allons vous montrer notre outil de pilotage des charges fiscales qui s'appelle EMA. Et Hélène Misson nous partagera son expérience de la digitalisation des charges fiscales. Voilà, donc Xavier, je te laisse commencer. Merci Gaëlle. Alors sur la partie fiscalité, fiscalité locale, donc la baisse des impôts de production, on assiste depuis 20 ans à une diminution de la taxation des moyens de production, parfois via une réforme importante comme l'exonération sur les salaires, pour ceux qui s'en rappellent, fin des années 90. On a aussi l'exonération des équipements et biens mobiliers en 2010 avec la réforme de la taxe professionnelle. Aujourd'hui, comme vous le savez, un effort significatif a été réalisé en fin d'année dernière concernant les impôts de production. Les impôts de production, il faut entendre que ce sont la contribution économique territoriale et la taxe foncière. Cette mesure conduit à compter de cette année à diviser par 2 le taux d'imposition de valeur ajoutée, de la valeur ajoutée, et une diminution du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui va passer de 3 à 2%. Et phénomène assez important, c'est pour les entreprises industrielles, la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises vont voir leurs impositions divisées par 2. Sur la partie CVAE, donc je le disais tout à l'heure, donc une réduction de moitié pour toutes les entreprises à compter des impositions dues au titre de 2021. Le taux d'imposition pour les plus grandes entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires hors taxe est supérieur à 50 millions d'euros, ce taux d'imposition passera à 0,75%. On n'est pas encore au taux de la C3S, mais on y arrivera peut-être un jour. Le taux du plafonnement diminue également. Ce taux passe de 3 à 2% pour suivre un petit peu l'évolution des valeurs locatives. Alors, les mesures foncières, elles intéressent particulièrement les entreprises qui exploitent ou qui sont propriétaires d'établissements industriels au sens large, hein. Donc les réelles usines, mais aussi les établissements logistiques, les établissements de transport à froid dirigé, donc toutes ces grosses entrepôts logistiques. La méthode d'évaluation, elle était précédemment, elle conduisait à taxer les biens industriels de manière assez forte. Et à compter de cette année, pour ces locaux,
on a une division du taux d'intérêt par deux. Ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, le taux d'intérêt est de 2% en taxe foncière et de 4% en CFE. Cela signifie que si vous avez un investissement d'1 million d'euros, votre valeur locative de taxe foncière sera de 20 000 euros et votre valeur locative de CFE, avant l'application de l'abattement de 30%, sera de 40 000 euros. Donc, une diminution très forte, donc, que vous avez déjà constatée sur vos avis d'imposition de taxe foncière reçus en fin de mois. Le retour sur les faits marquants de 2021, alors c'est 2021, mais c'est aussi 2020, ce sont les autres dispositifs d'allègement. On ne peut pas vraiment parler de réforme, mais c'est un allègement de charges qui résulte ce préambule, enfin ce processus, il a été engagé il y a quelques années. Et les objectifs sont d'une part d'assurer une meilleure sécurité juridique, notamment sur la définition de l'établissement industriel, et puis ensuite de baisser significativement le poids de l'impôt. La meilleure sécurité juridique, c'est en fait la création de l'article 15.5, transpose les solutions apportées par la jurisprudence, notamment l'arrêt Miroline qui concerne les établissements industriels. Ensuite, on a des aménagements qui concernent les locaux industriels, en règle générale. Notamment une création d'un seuil objectif. La création de ce seuil objectif, c'est que si vous avez un établissement dont la totalité des installations techniques, des matériels et outillages industriels est inférieure à 500 000 euros, l'établissement ne pourra pas être évalué selon la méthode comptable. A posteriori, si vous avez un établissement dont la valeur des installations techniques est supérieure à 500 000 euros, là, on reviendra sur la notion d'importance et prépondérance des installations techniques et des moyens mis en œuvre. Ensuite, on a un autre aménagement qui concerne l'exclusion des entreprises artisanales. C'est quelque chose de totalement nouveau. Les sociétés qui sont inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, si elles font partie des 3 départements de l'Est de la France, eh bien, ces entreprises ne pourront pas être qualifiées, quelle que soit leur activité, d'établissement industriel. Donc là, c'est une mesure significative pour ce type d'entreprise, qui peuvent être des entreprises assez importantes au demeurant. Ensuite, on a l'application d'un mécanisme de lissage en cas de changement de méthode d'évaluation. Changement de méthode d'évaluation, on passe d'une méthode comptable à une méthode tarifaire ou l'inverse. Si la variation résultant de ce changement est supérieure à 30%, la valeur locative sera lissée sur 6 ans. La jurisprudence GKN Driveline, cette jurisprudence très importante en fin d'année 2020 est venue reprendre toute une jurisprudence depuis 7 ans. Cette jurisprudence de 2013, elle était extrêmement défavorable aux entreprises. Aujourd'hui, on a une décision de GKN Driveline de 2021, donc de fin 2020, qui donne une définition plus ouverte du terme spécifique. Précédemment, en 2013, la décision de 2013 avait pour conséquence d'intégrer dans les bases foncières les biens qui étaient dits indissociables du bâti, alors même qu'ils participaient directement à l'activité industrielle de l'établissement, rendant en pratique inopérantes les dispositions de l'article 1382, 11e, qui justement bénéficie aux établissements industriels. Donc cet arrêt GKN Driveline permet, pour les biens qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, et pour les biens qui ne sont pas mentionnés au premièrement et au deuxièmement de l'article 1381, c'est-à-dire les installations qui sont destinées à abriter des personnes ou des biens, ou à stocker des produits, eh bien, à partir du moment où on répond favorablement à ces 2 critères, le bien est exonéré de taxe foncière. Donc c'est quelque chose d'assez important. Avec cet arrêt GKN Driveline et la division par 2 des impôts de production, en 2021, c'est Noël tous les jours. Alors un petit florilège des décisions rendues en 2021 suite à cet arrêt GKN Driveline. Alors j'en ai sélectionné 3 qui sont assez représentatives des jurisprudences actuelles.
Le premier, c'est la Cour administrative d'appel de Nantes en avril 2021. Ça concerne une carrière. Dans cette carrière, le juge a déterminé, à considérer que les frais de découverte, qui consistent, comme leur nom l'indique, à découvrir la terre de surface pour accéder au gisement de carrière, que les frais de clôture, qui étaient destinés à empêcher l'accès aux trous d'eau présents dans la carrière et qui étaient imposés par la réglementation applicable à l'exploitation, et les frais d'enrobé, qui étaient renouvelés régulièrement, eh bien, ces biens étaient exonérés de taxes foncières. Après, on a un inventaire un peu à la Prévert, mais que j'ai tout de même mis, c'est toutes les installations techniques qui répondaient à des normes spécifiques. Alors, les bassins de décantation, mais aussi les bassins de roseaux et les roseaux, la matière végétale tout de même. Ces biens étaient exonérés de taxes foncières. Je n'aurais jamais pensé voir ce type d'arrêt dans ma vie de fiscaliste. Donc voilà, donc beaucoup de biens qui sont exonérés. Et puis les portails de sécurité qui étaient imposés par la préfecture ont été considérés également, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, adaptées à l'exploitation. Un second arrêt plus récent de mai 2021 qui considère que les chaudières d'une puissance nominale de 2,5 MW ne concouraient pas au chauffage des locaux, mais avaient pour unique objet de produire l'eau chaude nécessaire à la production. On était dans une chocolaterie, donc ces chaudières étaient exonérées de taxes foncières. Et le dispositif de contrôle des effluents et de bacs dégraisseurs, très politique tout ça, avait pour objet exclusif de collecter et de traiter les effluents industriels. Donc là, pareil, on a une exonération. Par contre, la Cour administrative d'appel s'est un peu fourvoyée en considérant que les groupes de production de froid et la centrale de traitement de froid constituaient des réfrigérants atmosphériques, donc étaient imposés à la taxe foncière. En fait, le texte qui permet d'imposer à la taxe foncière les réfrigérants atmosphériques, il date de 83, et les réfrigérants atmosphériques, ce sont les cheminées, les tours dans les centrales nucléaires qui permettent de refroidir l'eau. Donc, c'est totalement hors sujet de la part de la Commission d'appel. Ensuite, Conseil d'État, en avril, alors même système, hein, un gros transformateur électrique qui amène la puissance de l'extérieur vers l'usine et qui permet de transformer le courant pour répondre aux besoins particuliers en électricité des lignes de production et le tableau général basse tension et les câbles d'alimentation qui vont directement vers les 9 lignes de production. Eh bien, ces installations sont exonérées de taxes foncières. Donc voilà, c'est trois exemples, même 4 exemples. J'ai mis la pâtisserie Pasquier Cerqueux. 4 exemples de la jurisprudence aujourd'hui qui est plutôt bien installée. Ensuite, on a pris un cas des difficultés rencontrées par l'administration fiscale. Outre le fait qu'aujourd'hui, lorsque vous déposez une réclamation, le délai d'instruction, notamment de la part de la DGE, il passe largement l'année en cours. Aujourd'hui, on a des réclamations déposées il y a 1 an qui ne sont toujours pas instruites. Donc voilà, peut-être un problème notamment dû au Covid. Mais voilà, ça c'est un épiphénomène. On constate que dans les décisions et dans les mesures qui ont été votées ces dernières années, ça ne suffit pas forcément au niveau de l'administration fiscale. Et j'ai pris l'exemple du mécanisme de lissage. J'en parlais tout à l'heure. C'est ce dispositif qui prévoit qu'en cas de changement de méthode d'évaluation ayant entraîné une variation de plus de 30% à la hausse ou à la baisse, eh bien cette réduction, elle est sur 6 années lissées pour permettre d'atténuer le choc de ce changement de méthode. Cette mesure a été inscrite dans la loi de finances pour 2019 et elle s'applique depuis 2 ans. Pour autant, le retour que l'on a de la documentation de l'administration fiscale, c'est qu'on aurait pu s'attendre à des transferts massifs. C'est vrai que toutes les entreprises qui sont inscrites au registre des métiers, toutes les entreprises qui passent 500 000 € de seuil, elles auraient pu voir leur base varier fortement
Pour autant, en France, l'année dernière, seules 49 sociétés, donc il y a 49 établissements, ont fait l'objet de cette mesure de lissage. 19 corrections à la hausse pour des bases qui sont assez minimes et 30 corrections à la baisse. Donc, ce n'est pas énorme compte tenu du nombre d'établissements industriels dans le pays. Donc, cette faiblesse de l'application du dispositif laisse penser que l'administration a pu passer à côté de cette mesure. Il est probable que 2021 soit du même acabit. Bon, après, à voir pour les années suivantes. Alors, nous avons invité Marie-Laurence Doris. Oui, merci de m'avoir invité. Donc, je suis en charge de la fiscalité de Danone en France et j'ai donc au sein de Danone la responsabilité de la compliance fiscale de nos filiales, des contrôles fiscaux, du taux effectif des filiales, des prix de transfert, tous les sujets se rapportant aux taxes et toujours en quête d'opportunités et de valeur ajoutée. Donc, je merci beaucoup pour ce webinaire. Marie-Laurence, pouvez-vous nous expliquer comment est structuré le groupe et de combien d'établissements vous avez la charge? Alors Danone, comme vous le savez, est un gros groupe industriel dans l'agroalimentaire. Nous produisons évidemment des produits laitiers, comme tout le monde le sait. Ce qu'on sait peut-être parfois moins, c'est que nous sommes très présents sur le marché en matière d'eau minérale, comme Volvic ou Evian, par exemple, ou en matière d'alimentation infantile avec Blédina et d'alimentation médicale. Et dans tous ces business de Danone en France, ça représente environ une cinquantaine de sites, alors qui sont évidemment de taille très variable, entre les petites bases ou jusqu'à la grande usine d'Evian, par exemple, sont belles les grandes usines d'Evian, donc ils sont très fiers. En matière de taxes foncières, est-ce que vous êtes, quelle sauce êtes-vous de manger? Est-ce que vous avez des plutôt industriels, j'imagine? Oui, alors évidemment, comme on est avant tout un groupe industriel, donc nous sommes, la grande majorité de nos sites sont évalués à la méthode industrielle. Et puis même nos grands entrepôts qui sont adossés, qui ont des moyens techniques très prépondérants, sont adossés à nos sites de production et ils sont également à la méthode comptable. La méthode commerciale est plus marginale. J'imagine que l'arrêt GKN Driveline et ses déclinaisons en 2021 sont particulièrement importantes pour vous? Alors, oui, évidemment, cet arrêt est une bonne nouvelle. Alors, évidemment, l'année 2021 a été porteuse de beaucoup de bonnes nouvelles en matière de taxes locales, mais notre terrain de jeu, j'ai envie de dire, est assez vaste au sein de nos sites industriels et on a certainement beaucoup de biens et d'outils spécialisés n'ayant pas vocation à être déplacés, hein, comme selon les termes de la jurisprudence. Et donc, certainement, enfin, il faut savoir qu'on a connu quand même pas mal de rejets de l'administration sur ces biens. Donc maintenant, on est plein d'espoir et on espère que l'audit complet qui démarre là avec les mines va nous apporter à nouveau de la valeur ajoutée. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en parlant de rejet, c'est vrai que l'administration fiscale aujourd'hui elle est un peu embêtée par la jurisprudence GKN Driveline et ses déclinaisons. Et donc, il est probable que la demande de justificative, la demande de production d'éléments justificatifs pour permettre pour sortir des biens, cette demande elle va être de plus en plus prégnante. Vous avez des travaux de rénovation, je crois que justement l'usine Evian a été rénovée profondément. Voilà. Les flambant neuves. Oui, alors effectivement, on est historiquement des process assez variables dans le groupe en France selon les sites et les activités sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on a vraiment à cœur de bien sécuriser le suivi des investissements de manière le plus systématique possible. C'est un sujet important. Oui. Ok, donc avec des inventaires réguliers, des choses comme ça. Voilà, on effectue effectivement des inventaires réguliers. C'est un gros travail, et ça pour les mines comme pour nos équipes,
qui sont parfois apporteurs vraiment de valeur ajoutée, de bonnes nouvelles en termes de désinvestissement. Et parfois, c'est juste simplement pour être vraiment compliant en matière comptable. Et bon, alors ça, c'est un peu le challenge d'embarquer ces équipes pour les motiver alors qu'il ne s'agit que de compliance, c'est quand même très important. Et à l'issue de ces audits, ce qu'on m'a partagé, c'est que les comptes rendus faits par Emin sont clairs, faciles à appliquer, et donc les équipes comptables en charge des immobilisations sont tout à fait satisfaites, elles savent où elles doivent aller. Bon, je vous le partage. Merci. Et dernière question, selon vous, que peut apporter un cabinet dans le cadre du pilotage des impôts locaux? Alors ça, c'est une question intéressante. Quand on est en charge des taxes dans un grand groupe comme le nôtre, il y a un vrai... donc on est évidemment, on a une charge de travail très dense, on est un peu la tête dans le guidon, et c'est vrai que de savoir qu'un conseil nous accompagne et nous signalera toute opportunité susceptible de nous concerner, avec une approche très fine de la jurisprudence, c'est vrai que c'est très important pour nous, et de savoir qu'on va pouvoir être accompagné également. Et puis, donc ça, c'est vraiment cette proactivité qui est vraiment une attente de notre part. Et également, le fait de ne pas être dans une trop grosse agressivité dans l'approche, dans les recommandations qu'on a, pour être serein et qu'on sente que le conseil qui nous accompagne va être responsable dans la durée des recommandations. Je pense à l'exonération. Par les entreprises.
Et pour cette dernière exonération, on n'est pas obligé de respecter des règles de minimis imposées par l'Europe. Donc ça, c'est important, une exonération de CFE et une exonération de CVAE qui est adossée. Petit souci technique. Nous n'arrivons pas à passer le slide suivant. Je vais vous parler du slide suivant. Hein. Quand on l'aura, on n'aura plus qu'à passer rapidement dessus. Alors là, c'est plutôt d'analyser finement les bases foncières. On a, comme Marie-Laurence le disait tout à l'heure, on a souvent, enfin, vous savez souvent la tête dans le guidon. Et c'est vrai qu'on ne trouve jamais le temps de regarder le fichier des immobilisations, regarder de quoi sont constituées vos bases. Donc, il est super important de mener ce type d'études, ou en tout cas de se poser pour analyser le fichier des immobilisations. Et analyser le fichier des immobilisations, c'est procéder à son analyse, identifier les biens taxables à l'aune des dernières jurisprudences, déterminer les prix de revient taxables. Donc, déterminer les prix de revient taxables, c'est de regarder si on peut appliquer des valeurs locatives planchées, c'est regarder si on peut appliquer des réductions en faveur de certains matériels, comme pour le slide précédent. Et puis, c'est d'identifier les biens et les activités non taxables susceptibles de bénéficier d'avantages spécifiques. Et ensuite, c'est sortir les biens en doublon. On parlait tout à l'heure des travaux de rénovation. Il faut bien penser que vous avez la possibilité de ne pas retenir les travaux de rénovation s'ils ne font que conforter une ancienne immobilisation, pour éviter qu'il y ait un doublon à ce niveau-là. Donc, neutraliser les travaux de rénovation, ou alors, si vous avez la possibilité de ne pas neutraliser les travaux de rénovation, il faut récupérer le prix de revient initial des anciennes immobilisations pour le sortir. Les autres pistes d'optimisation des charges fiscales, alors là, c'est la valeur ajoutée, notamment. On a parlé de la taxe foncière, de la cotisation foncière des entreprises pour les établissements industriels. Le pendant de la contribution économique territoriale, c'est la CVAE. Donc la CVAE, c'est un ensemble de produits moins des charges déductibles. Analyser la valeur ajoutée, c'est porter attention à certains comptes de produits. Est-ce que je peux exclure un certain nombre de produits de ma valeur ajoutée? Et puis, c'est analyser les charges déductibles. Analyser les charges déductibles, c'est voir si on peut réintégrer dans les charges déductibles des impôts et taxes, par exemple. Est-ce qu'on peut retraiter des charges d'intérêt qui me sont refacturées par d'autres sociétés du groupe? Et puis, c'est distinguer entre le courant et l'exceptionnel. Le courant et l'exceptionnel, aujourd'hui, c'est l'administration fiscale fait très attention à ce type de choix comptable. Et puis depuis le début de la pandémie, eh bien, on a un certain nombre de choix comptables à faire, de schémas comptables. Est-ce que j'enregistre mes charges en courant, en opérationnel ou en exceptionnel? Donc ça, c'est quelque chose d'important à faire. Voilà pour la partie fiscalité locale. La digitalisation des services financiers. Donc là, quelque chose de totalement différenciant. Alors, on va vous parler d'EMA, qui est une application développée par Hemming et qui vous permet de piloter sereinement l'ensemble des taxes de votre parc immobilier. Donc, l'identification des gisements d'économie ainsi que des zones de risque de vos actifs immobiliers nécessite un pilotage digital. C'est très à la mode, mais voilà, ça va le devenir de plus en plus.
et dans le strict respect des évolutions fiscales et des obligations déclaratives. Donc, cette application que nous avons développée accompagne toutes nos missions d'optimisation de vos coûts fonciers. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est adossé à l'audit mené par Henning. Et cette application est directement connectée à une base de données et de benchmark qui est sans équivalent dans la matière, dans la mesure où la société Henning existe depuis une bonne trentaine d'années. Donc, cette base, elle a été constituée par nos consultants experts en coûts fiscaux et est alimentée quotidiennement. ESMA est une application de monitoring et de pilotage des taxes au sens large, qui est dédiée à la promotion, la détention et l'exploitation de votre parc immobilier. On va faire, plutôt que de faire un long discours, on va vous passer un petit film qui dure 2 minutes, Gaël, c'est ça? Voilà. Je vous propose qu'on se retrouve après. Pour vous parler de cette application EMA, nous avons invité Hélène Newton, qui est responsable de la gestion locative à Lamatout. Hélène, oula, nous ne t'entendons pas. Ah, attendez. Merci pour l'activation du son. Parfait. Alors, je vous remercie également pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis en charge de la gestion locative des actifs immobiliers de placement au sein de la direction financière de la Matmut. Et alors, nous avons confié à l'automne 2020 au cabinet Henning effectivement une mission d'audit visant à l'optimisation de nos charges fiscales sur l'ensemble de notre parc, ce qui représente environ 300 000 m². Surface de placement et d'exploitation confondues. Voilà. Alors, effectivement, nous avons été particulièrement sensibles à la proposition de l'outil digital. Et quelles étaient vos pratiques précédemment? Alors, précédemment, nous utilisions un support Excel qui recensait les frais et taxes de gestion supportés annuellement pour l'ensemble de nos actifs, qui avait donc une vocation première, c'était de servir d'outil au property manager en vue de la récupération de ces taxes foncières auprès des locataires de nos immeubles, et d'autre part une base de suivi pour notre service comptabilité permettant de détecter les éventuelles évolutions anormales de la taxation, de l'imposition. D'accord. Et le retour d'expérience concernant les bénéfices que vous ont apporté cette application, les fonctionnalités
Alors, eh bien, elles sont de deux types. Tout d'abord, sur un plan opérationnel, effectivement, dans le cadre de la mission d'audit qui a été confiée, l'application EMA a été un outil efficace de transmission des informations, notamment dans le calendrier très court que nous nous étions impartis, et également une plateforme de suivi en temps réel. Des actions accomplies, des pistes d'économie détectées, des dégrèvements obtenus, ce en parallèle des comités de pilotage que nous avions ensemble. Ensuite, effectivement, dans le cadre du suivi des charges de nos actifs, ce qui nous importe au plus haut point, évidemment, l'outil EMA offre une base de données qui répertorie notre patrimoine selon différents indicateurs, hein, comme on a pu le voir dans le film, tels que la nature d'utilisation des surfaces, la répartition des sites par tranche de taxes aussi, de taxes supportées, le courrier carré, et elle est accompagnée d'une cartographie donc très lisible avec un export possible de ces données sous format Excel ou PDF, ce qui nous permet ainsi d'établir de nouveaux reportings et de mettre en place un suivi efficace pour l'avenir. Okay. Alors moi qui suis totalement nul sur la partie opérationnelle d'une application, vous, est-ce que vous avez des difficultés à la mettre en place et à la comprendre et à l'utiliser? Alors, écoutez, je fais partie de la même catégorie que vous. Non, l'outil est tout à fait intuitif et très simple d'utilisation, donc sans aucune formation préalable, vous pouvez l'utiliser pour le suivi de vos actifs et de vos taxes. Tant mieux. C'est très clair. Merci, merci Hélène. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. À vous aussi. Voilà, ce webinaire dans sa partie formelle est terminé. On peut passer, si vous le souhaitez, aux questions-réponses. Alors, merci beaucoup Xavier, merci Marie-Laurence et merci Hélène pour vos témoignages et votre expertise. Alors, nous avons quelques questions. La première, avec la baisse des taxes dont bénéficient les établissements industriels depuis cette année, peut-il y avoir un intérêt à passer en industriel ou en commercial? Alors ça, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. C'est un peu phosphoré au niveau de certaines entreprises. En fait, pour pouvoir se poser ce type de questions, il faut vraiment être à la marge sur la partie définition d'établissement industriel. Et ça concerne notamment les entrepôts logistiques, ça peut concerner les data centers, ce type d'activité. Alors, c'est pas idiot de se poser cette question-là. Pour autant, dans la pratique, le fait de rester en industriel, même avec une diminution une division par deux du taux d'intérêt, reste tout de même plus cher que la méthode tarifaire qui n'a pas de commune mesure. Pour exemple, en fin 2020, une grande entreprise du secteur du transport, de la logistique, nous a demandé d'étudier ces établissements qui étaient justement à la limite. Il n'y avait pas de convoyage, il n'y avait pas d'installation technique lourde, il y avait juste un quai en froid positif avec une petite chambre froide et des camions qui sillonnaient la France. Et donc, on a audité 22 sites, dans mes souvenirs, 22 sites évalués en tant que méthode comptable. Et on a regardé s'il était possible de les basculer en commercial. Et si on ne se tirait pas une balle dans le pied qu'on les bascule en commercial, alors que s'ils étaient restés en industriel, on aurait gagné plus comparativement. Et en fait, sur 22 sites, il n'y a que 3 sites pour lesquels le fait de rester en industriel était plus intéressant que de passer en commercial. Donc, oui, l'établissement industriel, la méthode comptable restera quasiment toujours plus chère et même avec des bases divisées par deux par rapport à un établissement commercial. Merci Xavier. Une autre question, comment bénéficier de l'exonération des taxes locales pour les nouveaux établissements industriels? Alors, bénéficier de cette exonération, lorsque vous créez un nouvel établissement industriel, en 2021, vous allez être imposé pour la première fois en 2022. Par rapport à la législation précédente, en taxe foncière, vous étiez
imposée en 2022, mais avec une exonération de la part départementale. Aujourd'hui, votre exonération à compter de 2022, dans la mesure où la part départementale a été transférée aux communes, eh bien, vous allez être imposé en taxe foncière sur un taux communal, mais avec une exonération qui va aller jusqu'à 40% du taux d'imposition. Donc là, rien ne va changer. Par contre, l'exonération de CFE, normalement sur la législation précédente, l'exonération de CFE, vous l'aviez l'année de la création, et vous aviez un abattement de 50% sur la seconde année d'exploitation, un abattement de 50%. Là, pour bénéficier de cette exonération sur 3 ans, c'est-à-dire l'année en cours plus 2 années, il faut prendre son téléphone, prendre un rendez-vous avec le président de la collectivité, que ce soit une commune ou un EPCI. Donc voilà, il faut faire la démarche pour que la commune ou la collectivité autre, eh bien, qu'elle prenne une délibération pour pouvoir justement en N+1 bénéficier de l'exonération. Donc il faut vraiment aller voir les gens. Une autre question, alors là, ça va concerner Marie-Laurence. Le groupe Danone a-t-il fait l'objet de requalification en établissement industriel et quels en ont été les impacts financiers? Alors non, en tout cas pas depuis très nombreuses années. Il n'a pas fait l'objet de requalification. Nos méthodes ont toujours été acceptées, validées par l'administration. Très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais juste regarder. Est-ce que c'est mon solution? Si on a des petits problèmes de son, on a la qualité un peu moins bonne. On essaie de faire ce qu'on peut pour l'améliorer. Oui, je pense que ça va être bon. Alors, on va regarder s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, non. Sachez quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous les faire parvenir. On fera un plaisir d'y répondre par mail, par téléphone, même vidéo. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir été très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Un grand merci à Marie-Laurence et à Hélène d'avoir partagé ce moment avec nous et nous avoir apporté leur témoignage. Ça me touche beaucoup de vous avoir auprès de nous. Merci beaucoup Xavier pour la qualité de ton expertise. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, au revoir.